Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, patron, dodo. Métro, boulot, patron, achat du dernier objet à la mode, dodo. Métro, boulot, patron, achat du dernier objet à la mode, réseaux sociaux, télévision, dodo. Voici le quotidien de notre héros, semblable à des millions d'autres. Que se passerait-il si un jour, votre réalité, vos biens, votre quotidien éclatait? Si vous étiez plongé dans un nouveau projet plus vivant, plus vrai, plus chaotique? Que se passerait-il si vous deveniez la meilleure version de vous-même? Que se passerait-il si vous rencontriez Tyler Durden? Bienvenue sur Film et Série Recap. Aujourd'hui, nous allons voir un film de 1999, intitulé Fight Club. J'espère que vous apprécierez. Messieurs, bienvenue au Fight Club. Le film commence dans les derniers étages d'un gratte-ciel. Notre protagoniste, que nous nommerons Jack, fait une réflexion sur sa vie, le visage tuméfié, et par la même occasion un pistolet dans la bouche. Dans la salle, un seul autre homme. Jack en sous-vêtements et avec un air stupéfait réfléchit à sa vie et trouve une cause à sa situation actuelle, Marla Singer. Il y a quelques mois, Jack, notre protagoniste, un analyste de rappel en usine d'une puissante entreprise automobile, partage une vie sans saveur entre les tableurs, la machine à café, et les voyages d'affaires autour du pays pour des constats. Ses petits plaisirs de la vie sont l'écriture de poèmes anonymes et l'achat de produits de consommation inutiles. Malgré tout cela, il ne prend aucun plaisir à son existence, et c'est qu'elle n'a aucun sens ni but. C'est un mouton docile, sans contrôle sur sa vie, il rêve de plus d'excitation, mais juste n'y arrive pas. Il est métaphoriquement castré. Tout s'aggrave pour Jack qui depuis quelques mois est atteint d'insomnie sévère et étrange. Il vit entre un manque cruel de sommeil, voire une amnésie complète sur certaines de ses actions. Les médecins ne lui diagnostiquent rien, et pensent que la source est psychologique. Ils ne lui prescrivent aucun traitement fort et lui conseillent plutôt de relativiser sur ses problèmes, citant en comparaison les réunions des hommes castrés après avoir eu le cancer. Sans vraiment savoir pourquoi, Jack se rend à l'une de ces réunions anonymes. Là, des hommes tous aussi dévastés et déprimés les uns que les autres, partagent leurs problèmes, et se prennent dans leurs bras en pleurs. Se répétant à chacun qu'ils restent de vrais hommes. À la fin de cette expérience, il arrive enfin à dormir. Se nourrissant de la souffrance d'autrui, il se rend à toutes les réunions possibles. Au sein de ces réunions, tous les membres sont considérés, vus et importants. Il finit par se faire un ami, Bob. Ancien bodybuilder, vrai mec alpha, qui autrefois se dopait de toutes les substances possibles pour son physique. Il a tout perdu après son diagnostic, femme, carrière, enfant, et maintenant les changements hormonaux lui ont donné deux énormes paires de seins, que Jack réfère comme les mamelles de Dieu. Ce nouvel élément ajouté à sa routine ravit Jack. Mais toute bonne chose a une fin. Un soir, à une réunion des hommes victimes du cancer des parties masculines, entre une femme, Marla Singer. En plus d'aller à ces réunions, il la retrouve désormais, à toutes les autres. Son exercice d'évasion se brise, et il retourne dans l'insomnie. Marla Singer hante son esprit. Un soir après une réunion, il décide de la confronter. Il tente de faire le dur, mais n'impressionne pas la jeune femme. Elle aussi l'a remarqué, cet autre touriste au nom différent à chaque réunion. La femme vit une vie chaotique, vivant quasiment au banc de la société, des aides et des larcins. Semblable à lui, elle aime ces réunions qui la font se sentir valorisée et importante. Ils acceptent de se partager les réunions, et ainsi éviter de se recroiser. Il est clairement attiré par elle, mais n'en fait rien. Comme seul acte de courage, il demande d'avoir son numéro si une urgence se présente. Elle accepte, et il s'en va après lui avoir révélé son vrai nom. Jack reprend sa vie normale entre boulot, appartement de cadre, et voyage d'affaires. Dans l'un de ces voyages quelconques, il a comme voisin de siège un homme qui va changer sa vie. C'est Tyler Durden. Jack, comme à son habitude, se lance dans le protocole de small talk, et est directement absorbé par l'homme à côté de lui. Tyler est producteur indépendant de savon. En plus de savoir en faire artisanalement, il lui apprend son histoire et les différentes utilisations possibles, comme la création de dynamite. Néanmoins, leur conversation tourne court quand son interlocuteur demande à changer de place. À l'atterrissage, on lui apprend que ses bagages ont disparu. De plus, à son retour chez lui, il découvre son immeuble en flammes. Plus spécifiquement, uniquement son appartement. Le portier lui annonce que tout a été détruit. Manquant de contacts humains, il trouve dans sa poche le numéro de Marla. Il la contacte,
mais au moment de parler il raccroche. Sans savoir pourquoi, il décide de contacter Tyler. Personne ne décroche. Alors qu'il s'en va, un appel est en cours. Il se donne rendez-vous dans un bar miteux, le Loose Tavern. Là, Tyler l'écoute se plaindre de la disparition de biens matériels et autres symboles, qui faisaient de lui un membre conforme répondant aux vœux de la société. Le semblant de complétude. Tyler l'éclaire et lui révèle sa philosophie. La masse civile va en déclin et n'a pour unique but que la recherche de conformité et de confort. Lobotomisés par la société de consommation et les médias, en consommateurs identiques, serviles et silencieux. Noyés dans l'inessentiel. Il rejette la notion que l'accumulation de richesses ou d'objets par un travail dénué de sens peut être une tâche intrinsèquement significative. Il l'encourage à vivre lui-même sa vie à plein pot, et non pas à travers les objets, et de ne pas être paralysé par les conséquences. À la sortie du bar, Jack n'ose pas lui demander de l'héberger, et doit même être poussé par Tyler pour oser demander. Mais en échange, il lui demande quelque chose de particulier, de le frapper. Nous arrivons alors dans une exploration du personnage de Tyler. Tyler, contrairement au narrateur, a une vie totalement déconstruite, vivant de petit boulot en petit boulot. En plus de son indépendance, il n'hésite pas à aller contre la direction des institutions du luxe et du superflu. Entre autres, mettre ses excréments dans les plats des restaurants onéreux, ou perturber les diffusions de films lobotomisés à l'attention des enfants, par des extraits explicites masculins. Nous revenons au parking du bar. Jack lui assène un coup d'une maladresse étonnante. L'équivalent d'une pichenette à l'oreille. En retour, Tyler lui inflige un véritable coup de poing au ventre. Les deux, s'avouant ne s'être jamais battus, finissent par se battre le sourire aux lèvres. La douleur et cette agressivité libérée ayant réveillé quelque chose. Tyler l'emmène chez lui à Pepper Street, dans un grand manoir délabré, depuis longtemps à l'abandon. Le séjour de Jack se prolonge et les deux vivent une véritable vie de couple en colocation, jonglant entre leurs travaux respectifs et les bagarres dans le parking du bar. Pour Jack, ce changement est une délivrance, il ne se sent plus obligé à cette course du confort, des besoins matériels, et se déconnecte de ses dépendances, et des mensonges postmodernes. De plus, leur combat attire d'autres personnes comme eux, frustrés. Ils finissent par donner à leur activité un nom. Le Fight Club. Messieurs, bienvenue au Fight Club. À chaque itération, Tyler récite les règles qu'ils ont rédigées tous les deux, dont l'interdiction d'en parler, les règles des combats, et enfin, si c'est votre première soirée, vous passez les premiers. Jack y retrouve là-bas un autre drone, Ricky. Le responsable de l'inventaire de sa boîte, job qu'il effectue sans vie. Mais il se réjouit quand il le voit dans le cercle se battre comme une bête, retrouvant sa masculinité. Au fur et à mesure, le groupe s'agrandit. Autour d'eux, les visages tuméfiés identifient les membres. Pour lui, les combats et la souffrance permettent d'avoir une meilleure vision de la réalité des choses. Un jour anodin, il reçoit l'appel de Marla. Elle l'appelle car elle a remarqué son absence à toutes les réunions d'entraide. Elle a activement cherché à le revoir. Elle vient d'avaler un tas de pilules et n'avait personne d'autre à qui parler. Pendant qu'elle raconte sa vie, Jack laisse le combiner, et la laisse parler dans le vide. Le lendemain, il est pris par des rêves sensuels étranges. Dans la cuisine, à sa grande surprise, il retrouve Marla. Elle est extatique de sa nuit précédente. Il ne comprend pas la présence de la femme et l'interroge avec hostilité. Marla se vexe, et s'en va. Là, Tyler arrive. Lui et Marla ont passé la nuit ensemble. Jack est consterné. Le jour précédent, Tyler a trouvé le téléphone, laissé seul dans le vide. À l'autre bout Marla. Il a fait ce que Jack n'a pu faire. Tyler ne demande à Jack qu'une chose. De jurer que jamais il parlera à Marla de lui. Même s'il refuse de se l'avouer, il avait envie de Marla, et regrette sa lâcheté. Sa vie change avec son addition dans son quotidien. Il cache de plus en plus mal sa frustration, et est même renvoyé chez lui du boulot, pour y retrouver Tyler et Marla qui s'envoient en l'air. Donnant orgasme sur orgasme, quelque chose qu'il ne pense même pas être capable de faire. Cependant, hormis leur galipette, il ne les voyait jamais dans la même pièce. Marla continue, en l'absence de Tyler, à lui faire des avances, mais son impuissance l'empêche d'agir. Il reçoit un appel des enquêteurs sur la destruction de son appartement. L'inspecteur Stern lui annonce que l'explosion était criminelle, et il comprend qu'il est l'un des principaux suspects. Son appartement a été détruit, à la dynamite artisanale. Le soir, il accompagne Tyler dans l'une de ses combines, la création de savon.
En volant des déchets de cliniques de liposuction, celui-ci fabrique un savon de grande qualité. Tyler lui montre la fabrication du savon et ses différents dérivés au cours de l'histoire, comme la nitroglycérine, ainsi que la dynamite. Il lui demande alors de tendre sa main et y pose un baiser. Il y saupoudre alors un produit dessus. Une brûlure chimique, la brûlure la plus douloureuse qui existe. Il agrippe Jack qui tente de s'évader de la douleur par les techniques de self-help, mais Tyler le ramène à la réalité. C'est une autre leçon. Il doit accepter la douleur et ne pas la fuir. Il doit accepter que son existence est limitée et qu'il doit prendre les choses en main, qu'il doit accepter et affronter la difficulté, la peine, la peur. Il doit voir, savoir, sans peur, qu'il mourra un jour. Que personne, ni Dieu, ni leur Père, ni aucune autre puissance supérieure ne le sauvera dans sa vie, seulement lui le peut. Qu'il doit être prêt à faire tous les sacrifices. Sur la main de Tyler, une cicatrice pareille à la sienne. Jack accepte la leçon, et Tyler le libère. Il lui annonce qu'il va bientôt toucher le fond, et ainsi finir son processus de libération. Le lendemain au travail, Jack reprend de plus en plus les mimiques de Tyler. Il reçoit alors un appel de Marla. Après avoir envoyé balader son chef, il la rejoint chez elle. Marla est amoureuse de lui, mais encore une fois il n'arrive pas à agir sur ses sentiments. En sortant, il retombe sur une connaissance de son ancienne vie. Bob du groupe de réunion du cancer des parties. Il fait aussi partie du Fight Club. Jack apprend que le groupe ouvre maintenant sans lui, mais que seul Tyler en est crédité comme créateur. Il est néanmoins content, Bob qui était une loque a repris vie grâce au groupe. Un soir, Tyler reprend la parole comme avant chaque séance. Toute l'assemblée, dont Jack, l'écoute religieusement. Il répète son idéologie sur son rejet de la notion qu'on leur a forcé à avaler. Qu'une vie d'un travail abrutissant pour l'accumulation de richesses, ou des achats de produits de grands groupes, est la vérité de la vie. Il est comment la société égalitaire a fait d'eux des victimes consentantes et impuissantes, des émasculés. Ils sont interrompus par Lou, le propriétaire du bar où se déroule le Fight Club. Il essaie d'intimider Tyler, qui lui répond avec légèreté, l'énervant. Il se met alors à tabasser violemment Tyler devant les yeux de l'assemblée, qui, ordonné par Tyler, ne bouge pas. Malgré les coups, Tyler encourage Lou, et ne se défend pas. Peu importe les coups, Tyler ne s'arrête pas de rire. Il finit à terre, le visage déformé en sang. Il arrive à retourner le combat, et sous le dégoût de ses supplications, Lou accepte de lui accorder ses doléances, et d'utiliser le sous-sol du bar, avant de fuir. Après tout ça, à peine remis, Tyler ordonne à son assemblée obéissante d'accomplir des devoirs. De déclencher une bagarre avec des inconnus, et de la perdre volontairement. Malgré l'agression et l'humiliation, cet exercice s'avère plus compliqué que prévu, les gens étant programmés à ne jamais être agressifs, ou se défendre par eux-mêmes, prohibés. On voit que ces personnes ensuite rejoignent le Fight Club. Chaque semaine, Tyler invente de nouveaux devoirs. Casser des antennes télé, dégrader des boutiques de luxe extrêmement chères, exploser des vidéoclubs, ou de corriger des manuels idéalisés. À travers son groupe, il veut réveiller la masse sur la réalité, une guerre spirituelle, et détruire les fausses conceptions postmodernes. Le groupe vandalise initialement divers objets inanimés ciblés spécifiquement parce qu'ils symbolisent la mentalité corporative de la culture de consommation occidentale. Il se réserve une tâche spécifique avec le narrateur. Le sacrifice humain. Ils entrent dans une épicerie quelconque la nuit, et à l'aide d'une arme, il met en joue un caissier minable. Tyler le sort de force devant le regard choqué de Jack. Il se met alors à l'interroger sur ses vrais buts dans la vie. Il avoue avoir voulu être plus, devenir vétérinaire, mais sa paresse, ses excuses, et les difficultés des épreuves, en gros, la peur d'échouer, la fainéantise et la lâcheté devant la difficulté l'en ont empêché. Tyler lui donne l'ordre de s'accomplir, de reprendre son rêve, ou dans 6 mois, il reviendra, et le tuera. Tyler veut se rebeller et réveiller les masses dociles de consommateurs sans but ni signification réelle, freinés par la paresse et la médiocrité, qui refusent d'accepter qu'il faut créer son propre but et surmonter ce nihilisme existentiel. Jack exécute son devoir de bagarre et de défaite contre une personne spécifique, son patron. Étrangement, il se met lui-même à se frapper, allant jusqu'au sang. Il se surprend à penser à la première bagarre avec Tyler. À l'arrivée de la sécurité, il est à genoux, ensanglanté, et son patron debout devant lui, les poings serrés. Pour éviter un procès, il lui offre 1 an de salaire et tous les billets d'avion qu'il veut. Il peut maintenant aller au Fight Club tous les soirs. Un jour,
il découvre des matelas dans le sous-sol. Un homme attend devant la porte, un nouveau projet de Tyler. Des postulants arrivent devant leur porte. S'ils passent 3 jours sans nourriture, et sans encouragement, ils peuvent accéder au projet secret. Tyler crée une armée. Ils sont obéissants, prêts à mourir pour lui, et complètement dédiés à Tyler. Les singes de l'espace. La maison finit habitée par plusieurs dizaines de personnes. Jack rentre un soir, et constate l'escalade. Il apprend qu'ils ont détruit un bâtiment de cartes bancaires, effaçant ainsi les dettes de milliers de personnes. Il découvre alors le terme de « projet chaos » dont il ne fait pas partie. Des combats en sous-sol, ils ont évolué à l'explosion de bâtiments entiers. Leurs actions le mettent de plus en plus mal à l'aise. Il n'est plus dans les confidences de Tyler. Sa jalousie s'aggrave lorsqu'ils infiltrent, kidnappent et intimident l'enquêteur chargé de leur enquête. Son empire d'hommes délusionnés et frustrés, vivant de métiers insatisfaisants à des tentacules partout. Jack fait sentir son sentiment de frustration d'être exclu, en tabassant violemment durant un fight club le soldat préféré de Tyler. Le défigurant. Après tout ça, il a le droit à une explication dans une voiture avec Tyler. Tyler lui avoue qu'il a détruit son appartement, qu'il a tout fait depuis le début pour le libérer des chaînes d'une vie qu'il détestait et que là, malgré tout ce qu'ils ont accompli, il reste attaché à sa vie d'avant. Il est vrai que le narrateur ne prenait le Fight Club que pour un autre groupe d'entraide, une échappatoire de plus, alors que Tyler lui prend des mesures définitives sur la société. Malgré ce qu'il prêche, fondamentalement il n'a pas changé et a toujours peur. Il lui ordonne d'abandonner sa peur. Alors qu'ils sont sur l'autoroute, Tyler enlève ses mains du volant, et le narrateur accepte son test. La voiture finit par sortir de la route, et se crache. Ils sont vivants. Alors qu'il se remet, Tyler à son chevet lui révèle le futur qu'il souhaite. Une nouvelle société avec de nouvelles valeurs, autres que le matérialisme. Un mode de vie plus authentique. Après ces mots, Tyler disparaît. À son réveil, il découvre chez lui des centaines de singes de l'espace dans toutes les pièces, dont certaines dont il n'a plus accès. Personne ne veut lui dire où est parti Tyler. Il a été abandonné par celui qui était sa figure paternelle. À l'extérieur, alors qu'il boit déprimé de l'absence de Tyler, il croise Marla. Elle vient elle aussi le voir. Il la renvoie lui disant qu'il est parti, et qu'elle ne le reverra jamais, la faisant partir en larmes. Il est interpellé par d'énormes bruits à l'intérieur. Des singes sont revenus avec le cadavre de son premier ami, Bob. Durant une mission dans le but de détruire à la fois un symbole du capitalisme et un café d'une franchise de luxe, ils sont tombés sur un policier. Et bien à l'américaine, il leur a tiré dessus. Jack n'en peut plus et doit retrouver Tyler. Il entre dans la salle de guerre et décide de se rendre à toutes les adresses. Durant son voyage dans toute l'Amérique, il découvre que des fight clubs ont éclos dans tout le pays, et à chaque adresse, des fidèles de Tyler. À un bar, il rencontre un homme qui semble le connaître. Il lui répond qu'ils se sont déjà vus mais ne l'appellent pas par son nom. Il l'appelle Tyler Durden. Dans l'incompréhension, il rentre directement à son hôtel et appelle Marla. Il l'interroge sur leur relation mais ne comprend pas ses réponses. Elle lui reproche des événements qu'elle a eus avec Tyler, avant que, elle aussi, ne l'appelle comme ça. C'est alors qu'il apparaît. Par magie, Tyler est devant lui. Tyler n'existe pas, et n'a jamais existé. Ça a toujours été lui. Ils sont tous les deux la même personne. Tyler est la projection hyper masculine de l'esprit dérangé du narrateur, libéré de toutes ses chaînes. Tous ces trous de mémoire et insomnie étaient en fait des permutations entre les deux personnalités. Les bagarres, conversations, les relations charnelles avec Marla, c'était avec lui. Tout ce qu'il a envié de Tyler, c'était lui-même qui les a accomplis, ses hautes actions, dangereuses, braves, courageuses, toutes. Ses performances exceptionnelles au lit, c'était aussi lui. Tyler est une version de lui qui a confiance en lui. Son ancien lui impuissant résiste néanmoins encore au changement, mais Tyler l'assure. Petit à petit, il prendra le contrôle et deviendra totalement Tyler Durden. Jack est bouche bée, mais réagit quand il suggère de se débarrasser de Marla. Elle est la seule chose que le narrateur souhaite vraiment, et n'arrive pas à se détacher. Il ordonne à Tyler de tout arrêter mais là, il s'évanouit. C'est la permutation. À son réveil, Tyler a passé pour $600 d'appel. À son retour au manoir, tout le monde est parti. Dans le sous-sol, tout l'attirail pour créer des bombes artisanales en grande quantité, laissées à l'abandon.
Il sait qu'il sait ce qu'il se passe, mais n'a pas accès aux informations. Il s'empare des documents et autres plans des projets de destruction du projet Chaos, avant de rejoindre Marla. Sans surprise, elle le déteste. Maladroitement, il lui avoue ses sentiments avant de lui demander de quitter la ville, et de ne plus jamais le revoir. Jack arrête un bus au hasard, et donne de l'argent à Marla sans regarder sa destination pour la protéger de Tyler. Elle n'en peut plus, et accepte. Tyler, c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Mais cette action avait déjà été prévue par Tyler, dans son bus des dizaines de singes de l'espace. Jack se précipite ensuite au commissariat pour rejoindre l'inspecteur Stern. Il lui avoue tout du projet Chaos, des destructions, de la mort de Bob, et des futures actions terroristes à venir. Cependant, le commissariat aussi est infiltré par des membres du Fight Club. Ils ont eu pour ordre de couper les testicules à tout traître. Pendant qu'il le déshabille, il parvient à voler une arme et à s'enfuir. Par coïncidence, il arrive devant l'un des bâtiments de la liste. Il y pénètre, hanté par la personnalité de Tyler. Il y découvre une bombe. C'est un bâtiment financier comme une dizaine d'autres sur le point d'être bombé. En la détruisant, tous reviendront à zéro. Son objectif principal est de détruire les institutions financières centralisées pour accélérer l'effondrement inévitable du système actuel. Jack comprend que tout ce que c'est Tyler, il le sait. Malgré les interruptions de la manifestation de Tyler, il arrive à la désamorcer. Tyler le frappe alors. Tyler panique quand le narrateur tire sur le véhicule avec de la nitroglycérine à l'intérieur. Le combat reprend, mais Tyler n'existe pas, et rien ne semble l'arrêter. Jack se fait passer à tabac. Dans les caméras du parking, on ne voit que lui qui s'automutile. Il finit par être jeté dans l'escalier, touchant littéralement le fond. Il se réveille avec une arme dans la bouche au-dessus d'un bâtiment. Il supplie Tyler d'arrêter, mais il refuse. Il refuse de leur faire revenir dans une vie de drone esclave qui se nourrit de télé. En voyant que ces hommes emmènent Marla, le narrateur réagit. De sa propre initiative, il reprend l'arme de Tyler qui est en réalité dans sa main. Il prend pour la première fois le dessus. Son processus de transformation est terminé. Face à Tyler, sans peur avec l'esprit clair, il se tire une balle dans leur tête. La balle lui troue la joue, mais symboliquement tue la projection de Tyler, sa figure paternelle imaginaire. Il n'a enfin plus peur, ses yeux sont ouverts, et il n'a plus besoin de lui. On lui amène Marla, et il ordonne à ses hommes de les laisser. Le film se termine sur lui qui accepte enfin son désir pour Marla Singer, regardant 10 autres buildings financiers s'écrouler de leurs bombes. La dernière image du film est un membre explicite, montrant ainsi la fin de son émasculation. Fin. J'ai adoré faire cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, ou recommandez de nouveaux films à explorer. Je lis tous les commentaires. Abonnez-vous, et à bientôt sur Film et Série Recap. Au revoir. J'ai la tête que tu voudrais avoir, je baise comme tu voudrais baiser, je suis intelligent, je suis adroit, et par-dessus tout, je suis libre sur tous les plans où tu l'es pas. Si tu veux la finir, vas-y.